aujourd'hui, le nouveau Front populaire fait les frais de cette bataille-là interne au Parti socialiste qui n'a pas été résolue et qui doit se résoudre parce qu'on a besoin aussi, et la dynamique qu'on a réussi à construire avec le nouveau Front populaire qui nous a porté en tête, je le répète, parce qu'il y a aussi une stratégie de réécriture de l'histoire pour effacer cette victoire de la part de nos adversaires et de nos ennemis. Là aussi, ça confirme le choix qui, en 2024, est encore plus, j'allais dire, à la fois plus dur et en même temps encore plus nécessaire à faire. De dire, là, après une année très violente, je veux dire, enfin voilà, on nous a tout fait, quoi. On nous a tout fait pendant cette campagne des européennes. On nous a traité des pires noms possibles. Enfin, ça a été... ben, en fait, voilà, à ce moment-là, quand on dit ce qu'il faut, c'est battre l'extrême droite, pas pour faire je ne sais pas quel barrage républicain, parce qu'on est des antifascistes. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est être antifasciste, c'est pas être barrage républicain. Être antifasciste, c'est dire nous sommes des ennemis déterminés des fascistes et on fait tout pour les empêcher de nuire et encore plus d'arriver au pouvoir. Donc pour moi, c'est par antifascisme qu'on fait l'unité, y compris à ce moment-là, face à l'extrême droite et face à la Macronie et face au bloc bourgeois dont une partie de la classe dirigeante est prête aujourd'hui à faire alliance avec l'extrême droite pour pouvoir se maintenir comme classe dominante. Danielle Obono, bonjour. Bonjour. Tu es députée de la France Insoumise depuis 2017, mais tu es une militante depuis très longtemps, depuis ta jeunesse. D'abord, je voulais qu'on revienne sur ton parcours politique parce que finalement, pour les femmes politiques, enfin hommes-femmes politiques de ta génération, c'est plus si fréquent parce que toi, tu viens de l'extrême gauche, tente dans le militantisme par un mouvement trotskiste, au gré des évolutions des mouvements, tu arrives au NPA. Tu as même fait partie de la direction du NPA, tu faisais partie du courant Convergence et Alternative. Courant qui après est devenu une organisation autonome pour participer au Front de gauche. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu milites pour Jean-Luc Mélenchon, parce que tu es proche de Jean-Luc Mélenchon, parce que tu as participé à la campagne des présidentielles dès 2012. Et puis voilà, Convergence Alternative devient Ensemble, que tu quittes après. Mais voilà, tu es vraiment présente depuis la création de la France Insoumise. Et du coup, voilà, c'était pour revenir de ce parcours entre, au début, extrême gauche, pour rejoindre finalement une gauche radicale. Voilà. Et est-ce que du coup, tu peux revenir sur ton cheminement politique, peut-être l'évolution aussi de ton positionnement politique au fur et à mesure des années? Déjà, merci pour avoir fait le travail de manière précise, parce que souvent, même quand les journalistes regardent, recherchent un peu, il y a toujours une ou deux erreurs et la présentation était très juste. Effectivement, moi j'ai commencé à militer à Montpellier, au lycée, et à partir de la prépa, quand je suis arrivée à Paris, dans les années 2000, 2001, donc ça commence à faire un bail. J'ai toujours l'impression d'être dans le même état d'esprit. Il y a cette... je sais pas, c'est une référence pop culture qui dit qu'en fait, on garde l'âge du moment où on a, quand on est une artiste, voilà, quand on est devenu très célèbre. Et moi, j'ai l'impression d'avoir toujours l'âge de quand j'ai commencé à militer, alors que ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Et... donc oui, moi en fait j'ai surtout commencé à militer justement dans le mouvement altermondialiste, qu'on appellerait aujourd'hui le mouvement altermondialiste. À l'époque, on disait anticapitaliste et toute cette dynamique autour des forums sociaux européens. Plus précisément, c'était au moment de la mobilisation autour du soutien à José Bové, qui avait l'année précédente, avant la grande mobilisation autour de son procès, il avait démonté un McDo
pour lutter contre les OGM. Donc ça remonte à l'époque où José Bové faisait encore des choses de gauche, radicales, etc. Et moi, c'est ça qui m'a marqué, en fait, cette période de ce mouvement international. Donc il y a une dimension dans mon militantisme dès le début d'internationalisme, d'une forme d'internationalisme. Le premier mouvement auquel j'ai participé, à l'époque, j'ai rencontré des militants d'extrême gauche, du mouvement socialisme par en bas. C'est vraiment un groupuscule trotskiste très, très marqué. Et en fait, eux, ils s'étaient investis dans ce nouveau mouvement qui représentait un peu une renaissance de l'esprit contestataire après les années 80-90 marquées par la chute du mur, et même pour les courants trotskistes d'extrême gauche qui s'étaient battus contre le stalinisme, qui avait été victime du stalinisme, et avec la figure de Trotsky qui se fait assassiner par les staliniens, donc voilà, qui représentaient justement celles et ceux qui ont porté les idées de gauche, du communisme, de la révolution russe, contre vents et marées, et contre justement l'autoritarisme stalinien. Ce moment de la chute du mur, ça représente quand même, je crois que c'est Benza qui disait, c'est Champagne et Alka-Césaire, c'est-à-dire qu'un coup sur l'effondrement quand même de cette référence qui, malgré son autoritarisme, a représenté pendant très longtemps quand même une forme d'espoir, aussi dévoyé qu'il soit. Et donc il y a toute cette période et le renouveau qui se fait autour des mobilisations altermondialistes, dans laquelle du coup ce courant-là s'engouffre. Et c'est comme ça en fait moi que je rencontre ces militants et militantes d'extrême gauche. Donc pour moi c'est marquant et formateur, parce que c'est à la fois des gens qui portent des références politiques très, très fortes, et qui ont une histoire très forte, donc qui portent les idées marxistes et qui assument en plus avec une forme d'interventionnisme en portant haut l'idée du journal très léniniste, etc. Et en même temps, dans le cadre d'un mouvement, je ne dirais pas d'un mouvement de masse, mais en fait d'une dynamique assez vaste, assez large, parce que la période du mouvement altermondialiste, c'est justement des mobilisations contre les sommets du G7, contre les sommets de l'Union européenne, et donc il y a des gens qui viennent de toute l'Europe. Enfin, il y a une dynamique de mouvements sociaux, et donc voilà, c'est l'articulation à la fois des idées très, très dures, très tranchées, et en même temps d'un mouvement où voilà, ça va des Teamsters au Turtle. C'est-à-dire, c'est la référence, je me rappelle, c'est un documentaire qu'on regardait dans les bus qui nous emmenaient dans les contre-sommets, et qui faisait référence à la mobilisation de Seattle contre l'OMC, et où justement c'est l'alliance des Teamsters, c'est les routiers aux États-Unis, et les Turtles, c'est les écologistes. Et donc voilà, c'est cette génération-là dans laquelle j'ai forgé à la fois mes idées politiques et mon sens de l'importance des mouvements de par en bas, et je crois, enfin, je pense que ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est justement voilà, tout ce que j'ai appris dans ce moment-là de l'importance de la clarté des idées, et puis tout ce que l'histoire marxiste, trotskiste m'a apporté, et voilà, et cette dynamique mouvementiste, du coup. Voilà, et ça m'a amené, en fait, je dis souvent, en fait, quand je présente, parce que je présente pour l'Institut La Boétie, j'anime les ateliers de formation du cursus renforcé sur l'histoire de la France insoumise. Et je dis toujours qu'en fait, je suis à la France insoumise comme je me suis engagée dans le militantisme pour changer le monde. Et c'est toujours ça qui m'anime. Et c'est parce que je suis révolutionnaire. Alors, les camarades que j'ai rencontrés à l'époque diraient que je me suis déplacée plutôt vers la droite en passant de l'extrême gauche à effectivement ce que tu appelles la gauche radicale, et ce qu'on appelle la gauche radicale, qui est une gauche institutionnelle, à la différence de, j'allais dire, la tradition d'extrême gauche qui est beaucoup plus anti-institution, enfin mais ce qui est marrant, c'est que on se fait beaucoup attaquer dans l'Assemblée et même dans les médias en se faisant traiter, entre guillemets, d'extrême gauche. C'est perçu comme une insulte d'ailleurs, et ça fait partie de l'offensive idéologique de mettre une équivalence extrême droite, extrême gauche, et l'extrême droite qui dit vous êtes l'extrême gauche, etc. Et bon, d'abord, c'est pas une insulte, être extrême gauche, voilà, c'est une caractéristique politique.
Et ça me fait souvent sourire parce que je dis, en fait, s'il y avait vraiment l'extrême gauche à l'Assemblée, en fait, vous pensez que nous, on est des têtes dures, vous n'avez encore rien vu. Hein. Et j'aimerais bien qu'il y ait des camarades d'extrême gauche. Vous imaginez l'Assemblée avec Philippe Poutou, Olivier Besancenot et tous les camarades, ce serait quelque chose. Et je dis, voilà, moi, pour savoir ce que c'est l'extrême gauche, je peux vous assurer que la France Insoumise, ce n'est pas l'extrême gauche. C'est effectivement une gauche radicale. Et pour moi, la continuité, c'est ça. Voilà, c'est entre le moment où je me suis engagée et aujourd'hui, c'est voilà, la clarté des idées, de l'analyse, l'importance de l'analyse stratégique, etc. Et la dynamique mouvement. On voulait aussi revenir sur ton rôle en tant que députée, mais pas seulement à l'hémicycle, qui est visibilisé vachement sur les réseaux, etc., à la télé, mais aussi sur le fait d'être sur le terrain. Et toi, tu es connue, en tout cas à Paris, pour être active au niveau de ta circonscription. Tu rencontres régulièrement les assos, tu es présente sur des luttes locales, avec des bailleurs. Récemment, sur la fermeture de services du centre médical à Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Est-ce que tu peux revenir sur justement la vision du rôle de député, de ton rôle, toi, en circonscription, et sur la manière dont tu participes à ces combats locaux aujourd'hui? Écoute, ça tombe bien parce que c'est vrai que là, par exemple, cette semaine, ces derniers jours, on n'a pas mal été investi dans les mobilisations locales, celle du centre de santé Stalingrad. Et puis là, j'étais aujourd'hui jusqu'à 2h du matin avec les familles qui ont passé la nuit sur le parvis de la mairie du 19e pour demander des logements et des nourrissons, etc. Enfin, c'était absolument scandaleux. Mais c'est plutôt, j'allais dire, l'exception que la règle. De pouvoir avoir le temps de pouvoir faire de la mobilisation locale parce que en fait être député c'est à 90% de mon temps être dans la bataille parlementaire à l'Assemblée et donc il y a une forme de frustration aussi parce que du coup ça crée quand même une certaine bulle et une certaine manière de fonctionner où comme nous on choisit d'être très présents sur tous les sujets, surtout en fait au cours du premier mandat où on était 17 et on a été face à une majorité absolue des macronistes. Voilà, et c'était assez dur. En plus, arriver un premier mandat, moi, je n'avais jamais été élue comme la moitié des collègues. Donc, voilà, ça a été une période très, très intense. Et du coup, ça m'a pris du temps, en fait, pour arriver à m'organiser avec mon équipe et arriver à prioriser des choses. D'abord parce qu'en fait, il fallait qu'on soit sur tout et on a vraiment été, on est encore un des groupes les plus actifs à l'Assemblée en termes de production, etc. Mais à 17, voilà, c'était quand même, heureusement qu'on avait nos équipes, heureusement qu'on avait les conseillers du groupe, etc. Parce que voilà, c'est tout ça qui a fait qu'on arrive à faire tout ce qu'on a fait. Mais du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps pour prendre ses marques. Prendre ses marques aussi dans sa commission. Moi, je suis à la commission des lois constitutionnelles et de l'administration générale de l'État. C'est une grosse commission. J'avais pas du tout un profil type de la commission des lois, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait du droit, avocat, etc., ou de l'administration publique. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, voilà, il m'a fallu bien 5 ans pour arriver à savoir aussi, en fait, comment je pouvais faire du travail en circonscription, parce que c'est encore différent du fait d'être... nous, on a toujours eu le parti pris, et c'est vraiment quelque chose de crucial pour nous, d'être à la fois dans et en dehors de l'institution. Donc, dès le départ, on a dit on mène la bataille à l'Assemblée, sérieusement, on fait le boulot, pas simplement comme une tribune, mais voilà, comme un outil à la fois de formation, parce qu'on veut gouverner ce pays, on veut prendre le pouvoir, donc on prend au sérieux tous ces sujets, on traduit notre programme en propositions de loi, en amendements, etc. On mène aussi la bataille pour faire de l'Assemblée autre chose qu'une caisse d'enregistrement, donc voilà, et en même temps, on s'adresse au-delà de l'Assemblée, et pour nous, être des députés, c'est être aussi aux côtés de celles et ceux qui luttent, c'est surtout être aux côtés de celles et ceux qui luttent et de porter leur voix, donc dans les mobilisations, dans les manifestations. Donc ça, on l'a toujours fait. Mais le travail en circonscription, il est vraiment d'une autre nature.
parce que c'est aussi une forme de militantisme que je ne connaissais pas. Moi, j'ai milité en fait dans des orgas politiques, dans des mouvements, mais la réalité de la vie politique locale, et quand je dis politique, pas simplement la mairie, les municipalités, mais le travail des associations, les collectifs d'habitants, je connais peu en fait ce type de terrain. Et donc, en plus, en arrivant comme députée, dans un moment où, avec la fin du cumul des députés maires, etc., je prenais la suite d'un député qui a été député et maire pendant des décennies. Et donc, y compris les perceptions des habitants, c'est on va voir le député et c'est le maire qui répond et qui a les moyens de répondre en tant que maire, en tant qu'exécutif local. Alors que n'étant que député, et c'est déjà bien suffisant, on est vite confronté au fait de devoir dire aux gens, en fait, moi, je ne vais pas pouvoir vous aider. D'abord, c'est pas notre rôle, même si on était un élu local, je ne vais pas pouvoir vous aider à avoir votre logement ou je n'ai pas les moyens de faire quelque chose sur la voirie, enfin sur toutes les questions du quotidien des gens. Donc ça, c'est, voilà, déjà, il faut pouvoir expliquer ça et exprimer ça et dire, en fait, voilà, comment est-ce que je peux être utile aux habitants. C'est plus d'une manière d'interpellation, les aider à s'organiser, porter leurs demandes auprès des différentes institutions, mais comme quelque chose de concret, en fait, c'est très vite limité en tant que député. Et d'autant qu'on est beaucoup mobilisé sur l'Assemblée. Donc voilà, voilà, c'est vraiment un apprentissage qui prend du temps. Et puis d'arriver aussi à travailler avec mon équipe, parce que moi, j'ai une collaboratrice en circonscription à temps plein, et franchement, elle pourrait être deux, quoi. Parce que c'est énormément de travail. Donc c'est cette personne qui est l'interlocutrice principale des habitants, des associations, etc. Et donc pouvoir arriver déjà à former et que ma collab en circo prenne ses marques, etc. Donc tout ça prend du temps. Tout ça pour expliquer que j'ai appris au fil du temps à porter sur des choses précises, en fait, mon intervention parlementaire. Et pour moi, un enjeu, donc notamment aujourd'hui, vis-à-vis du mouvement plus généralement, des groupes d'action localement, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on fasse du militantisme local en partant vraiment de ce qui fait le quotidien des gens, et moins de manière politique comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire, voilà, on sait faire quand, par exemple, il y a des collectifs de syndicalistes avec d'autres militants politiques, on sait moins faire dans l'implication, dans le réseau associatif, dans les formes qui ne sont pas ouvertement politiques, mais qui sont des formes de sociabilité, avec d'abord la première urgence, de mon point de vue aujourd'hui, c'est étant donné en fait les difficultés sociales quotidiennes, mais vraiment basiques des gens, il y a besoin de filer des coups de main concrets, en fait, être utile concrètement avec les associations qui sont en première ligne pour aider les gens à vivre et à survivre. Donc cette idée de donner le coup de main, avant tout, être militant politique pour moi, localement, et être député, du coup, c'est donner le coup de main aux gens, en fait. Trouver les moyens, comment on les aide à régler un problème de logement, manger, aider les enfants à s'habiller, etc. Donc c'est la première base pour moi de ce que ça signifie. Et donc moi, c'est voilà, des interpellations institutionnelles, etc. Mais aussi organiser de la solidarité, aider à faire des collectes, des choses de base, en fait, de survie, parce qu'on en est là. On est là à ce que les gens y survivent, surtout dans une circonscription où il y a beaucoup de quartiers populaires, de gens modestes, de pauvres aussi. Donc voilà, l'aide de base, je parlais de familles qui sont à la rue, on est 18e et 19e, ce sont les arrondissements où il y a le plus de familles à la rue avec des enfants, des nourrissons, etc. Donc pour moi, ça c'est la première dimension. Et puis du coup, être aussi dans les endroits où des liens se créent, des solidarités se créent, de sociabilité, voilà, où les gens se retrouvent, pas pour parler de politique en général, mais ne serait-ce que voilà, pour échanger, pour se donner confiance. Ça veut dire, ça va des fêtes de quartier
aux initiatives associatives, etc. Donc en fait, c'est une forme de politique, de sociabilité politique pour lesquelles je n'ai pas été formée. J'ai été formée à autre chose, j'étais formée à l'analyse politique théorique, aux grands mouvements. Mais voilà, c'est cette politique du quotidien, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû apprendre et en fait sur lequel je pense qu'on a besoin encore, nous surtout à la France Insoumise, parce qu'on est un mouvement très porté sur les campagnes nationales, on est très fort là-dessus, sur les dimensions nationales, on a peu d'ancrage local, on a peu d'élus, on en a de plus en plus. Mais voilà, du coup, c'est aussi être député en circonscription, c'est aussi faire l'apprentissage de ça, en fait. Et d'arriver à se situer, nous, comme une interlocutrice institutionnelle des habitants, des associations, et aussi comme une députée insoumise avec l'objectif de mobiliser, notamment en particulier, dans les milieux populaires, parce que c'est là où on pense que va se jouer la bascule si les gens s'emparent de la politique, et notamment dans des territoires comme 18e, 19e, Paris, etc., là où il y a un niveau d'abstention très fort. Voilà, pour faire ça, il faut aussi qu'on arrive à approfondir cette implantation. Et du coup, en tant que député, on est aussi clé en fait, dans ce développement du mouvement, de la participation citoyenne, de la révolution citoyenne. Si on veut que nos références et nos slogans soient plus que des idées dans un programme, qu'est-ce que ça veut dire la révolution citoyenne à l'échelle de territoire, avec ses particularités, les difficultés, mais aussi les ressources. Du coup, je ne sais pas si c'est répondu, je suis partie un peu partout, mais en tout cas, voilà, c'est ça que ça veut dire pour moi aujourd'hui, en tout cas, être une députée en circonscription. Non, c'est intéressant de parler du local, surtout qu'après, on rattache finalement à des questions plus nationales et institutionnelles. Évidemment, au vu de tout ce qui se passe en ce moment, on voulait revenir sur la question de l'union de la gauche. Juste pour retracer un peu, il y a évidemment l'élection présidentielle de 2022 où la France Insoumise est forte du score de 22% de Jean-Luc Mélenchon et propose aux autres partis de mettre en place cette union de la gauche. Pour rappel, les Verts, à ce moment-là, n'existent plus au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont même plus de députés sur ce mandat-là. Le PS a fait un score tellement ridicule qu'il est quand même assez fragilisé. Mais finalement, l'embellie, elle est d'assez courte durée sur cette union, avec très vite quand même des petites phrases, des critiques les uns sur les autres, des désaccords qui sont parfois étalés. La NUPES, autour d'octobre 2023, on dit qu'elle est terminée. Puis à la dissolution de juin 2024, le nouveau Front populaire, une nouvelle union qui se crée extrêmement rapidement. Mais assez vite, les divergences elles refont surface jusqu'à la semaine dernière, le PS qui décide de ne pas voter la censure du gouvernement Bayrou avec les autres partis et se met un peu à l'écart avec aussi la surmédiatisation de certaines personnes du PS. Je pense notamment à Hollande ou Glucksmann, qui se présentent un peu comme une relève de la gauche, alors que ils n'ont plus rien de la gauche. Comment vous vous positionnez à LFI aujourd'hui, du coup, sur cette question de l'union de la gauche? D'abord, pour moi, c'est important de rappeler deux choses. D'abord que l'UNISA est un combat constant, c'est un rapport de force, c'est pas donné. Et aussi que l'unité ne sert pas en soi. On ne fait pas l'unité pour l'unité. C'est un objectif, ça sert à quelque chose. Et pour moi, c'est ces deux choses qui fondent la stratégie que nous portons à la France Insoumise depuis bien avant 2022 en vérité. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur mon parcours, pour moi, je considère que depuis au moins 2005, depuis les débats qu'on avait pu avoir à ce moment-là, autour de la campagne contre le traité constitutionnel européen, déjà en fait, même très tôt en fait, j'allais dire en 2002, après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen
au second tour de l'élection présidentielle, le score d'Olivier Besancenot à l'époque, etc. Les débats que nous, on avait dans cette extrême gauche-là, c'était précisément l'unité des révolutionnaires face notamment à ce que signifiait cette arrivée de l'extrême droite au second tour. Et pour moi, c'est une problématique de l'unité que j'ai portée, du coup, dans la LCR à l'époque, c'était l'unité des révolutionnaires, donc avec LO, parce que c'était le score de Olivier Besancenot, mais aussi d'Arlette Laguille à ce moment-là. Et puis l'unité de la gauche radicale autour des débats de 2005, du traité constitutionnel, la mobilisation qui a, à mon sens, en fait, c'est le périmètre de cette union populaire qu'on a construite progressivement, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est des meetings où ça allait de Besancenot à Mélenchon, avec Marie-Georges Buffet et avec des chercheurs, etc. Donc pour moi, c'était déjà les prémices en fait de ce périmètre de la gauche radicale. Et les débats que j'ai portés avec d'autres camarades dans la LCR à l'époque, qui se transforment en MPA aussi, parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut s'élargir, qu'il y a une audience nouvelle avec les résultats successifs après 2002, 2007 d'Olivier. Donc voilà, juste pour rappeler quand même, parce que quand on se fait pointer du doigt, parfois de mauvaise foi, mais même sincèrement par des militants ou des personnalités politiques sur le fait qu'à la France Insoumise, on serait sectaire ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui a forgé mon engagement politique, quoi. Cette idée que cette unité-là, elle est d'abord nécessaire face au danger que représente l'extrême droite, face à ce qu'on voit, et puis pour répondre justement à ce mouvement, à ce renouveau, de se rendre compte qu'en fait, c'est aujourd'hui possible de parler de capitalisme, de parler de ces idées-là, d'aller à la racine des problèmes, et que des millions de gens l'entendent, le comprennent et croient que c'est possible, qu'un autre monde est possible. C'est le slogan du mouvement altermondialiste et d'Attaque il y a 20 ans en fait. Un autre monde est possible. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose à une échelle de masse. C'était même s'il y a eu une sympathie dès le départ pour ce mouvement altermondialiste, ça représentait des courants de mouvements sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pensé, partagé par des millions de gens en fait. Des millions de gens qui ont porté le programme du nouveau Front populaire en tête d'une élection dans les conditions qui ont été expliquées. Donc voilà, pour moi, il y a une continuité dans ça. J'insiste un peu là-dessus parce que du coup, je trouve toujours assez insultant et méprisant, en tout cas pour quelqu'un dont c'est un débat permanent depuis 20 ans, cette question-là, de se voir rétorquer que on serait juste, je sais pas, là pour faire élire Jean-Luc Mélenchon, ou qu'on serait obsédé par la présidentielle à cause de ça. Pour moi, l'unité, elle est nécessaire pour être majoritaire. C'est un outil, c'est un moyen pour arriver à convaincre une majorité de s'emparer de l'outil et de l'arme institutionnelle, de voter, de se mobiliser, etc. etc. Donc pour moi, c'est ce sens-là, et je pense que c'est ce qui est porté à la France Insoumise, et c'est pour ça que je suis à la France Insoumise précisément, parce que je crois à cette dynamique-là. Je crois que cette dynamique, elle est d'autant plus forte que les idées sur lesquelles se construit cette unité sont claires, sont radicales, et sont formulées de manière crédible, c'est-à-dire qu'on est... c'est pas juste de la théorie, c'est dans la pratique, on sait comment faire, on explique comment faire, où on prend l'argent, etc. Voilà, donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, faire ce qui a été fait en 2022, moi j'avoue que j'étais pas la plus... je suis plutôt du genre un peu rageuse, quoi. C'est-à-dire qu'en 2022, après la campagne où pendant des mois, les différents candidats et organisations ont passé leur temps à nous traiter de tous les noms. Enfin, ça ne s'est pas arrêté depuis, hein, mais faut quand même, à ce moment-là, on aurait pu faire le choix de se dire, en fait, de 22%, les autres, ils n'existent plus, en fait. Et ça nous est aujourd'hui reproché par certains camarades de dire, en fait, on a redonné vie au PS. On a redonné de l'oxygène. Et c'est pas arrivé comme ça, en fait. On a eu des discussions, en fait, sur
qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans une situation d'avoir réussi ce qu'on porte depuis au moins 10 ans, depuis au moins 2012. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, en 2022, quand la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui porte surtout notre programme, arrive en tête du reste de la gauche. Voilà, on a battu l'hégémonie du social-libéralisme, du PS. Enfin voilà, je ne dirais pas l'aboutissement, mais en fait, ça confirme tout ce qu'on dit qui est possible depuis 2012, qu'on n'a pas besoin de se mettre à la remorque des sociaux-libéraux, que ce qui a été aussi une des impasses du front de gauche à l'époque, et le choix de la direction du Parti communiste de privilégier ses alliances avec le Parti socialiste pour sauver notamment des élus, etc. Mais aussi en fait, l'idée que ce n'était pas possible de faire sans, etc. Donc voilà, on a confirmé que c'était possible. Et en même temps, on est en responsabilité, là, on a une responsabilité, ce qui nous donne une responsabilité. Devenir la première force à gauche nous donne une responsabilité. Mais ce n'est pas facile de le faire vis-à-vis de gens dont on doute en partie, à ce moment-là encore, qu'ils ont compris pourquoi, y compris nous, on fait 22% et eux, ils ne font même pas 2% en fait. Elle fait 1,7 ou je ne sais pas quoi, Anne Hidalgo. Et en fait, voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit que dès le départ, depuis la Hollandie, en fait, une partie, je ne dis pas tout le Parti socialiste, je dis en tout cas une partie de cette direction, de Hidalgo à Hollande, en passant par des gens comme Delga, etc. Je dis les noms pour qu'on voit à quoi ça correspond. Ce n'est pas leur personne, en fait, qui est en cause. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je ne les connais pas personnellement. Je n'ai pas milité avec eux au PS. Je n'ai jamais été au PS. Donc, ce n'est pas une question de passif de ce type-là. Mais ça représente des lignes politiques. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais compris pourquoi est-ce qu'ils ont failli, pourquoi Hollande le premier président n'a même pas pouvoir se représenter tellement il est impopulaire et n'ont jamais rompu en fait avec la ligne sociale libérale, avec cette espèce de troisième voie là dont aujourd'hui ils essaient de faire une justification pour la non-censure. Et donc c'est ça fondamentalement, c'est au-delà de... Et réduire ça en fait à un duel de personnes ou d'ego, comme là j'ai vu, je ne l'ai pas lu, mais... la une de, je sais pas, Libé ou un truc comme ça qui montre, voilà, Mélenchon, Hollande, le renouveau. C'est pas, enfin, voilà, c'est ce genre de manière de le poser est particulièrement dépolitisante. Parce que en fait, c'est la bataille interne même au Parti socialiste, ou ce qui reste du Parti socialiste, entre le choix de continuer et d'aller jusqu'au bout de la ligne social-libérale, ce qu'a fait en partie Macron, parce que je rappelle que quand même, Macron est le produit de ce Parti socialiste-là, de cette analyse-là, qui est une analyse politique aussi. Enfin, moi, je les prends au sérieux, en fait, leur vision aujourd'hui du fait que non seulement il faut accepter l'économie de marché, mais en fait, il faut aller jusqu'au bout de cette logique, etc. Donc, c'est leur ligne politique. Et je pense que c'est ça que nous combattons depuis toujours. Et donc, aujourd'hui, le nouveau Front populaire fait les frais de cette bataille-là interne au Parti socialiste qui n'a pas été résolue et qui doit se résoudre parce qu'on a besoin aussi, et la dynamique qu'on a réussi à construire avec le nouveau Front populaire qui nous a porté en tête, je le répète, parce qu'il y a aussi une stratégie de réécriture de l'histoire pour effacer cette victoire de la part de nos adversaires et de nos ennemis. Là aussi, ça confirme le choix qui, en 2024, est encore plus, j'allais dire, à la fois plus dur et en même temps encore plus nécessaire à faire. De dire, là, après une année très violente, je veux dire, on nous a tout fait, quoi. On nous a tout fait pendant cette campagne des européennes. On nous a traités des pires noms possibles. Enfin, ça a été... en fait, voilà, à ce moment-là, quand on dit... ce qu'il faut, c'est battre l'extrême droite, pas pour faire je ne sais pas quel barrage républicain, parce qu'on est des antifascistes. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est être antifasciste, c'est pas être barrage républicain. Être antifasciste, c'est dire nous sommes des ennemis déterminés des fascistes et on fait tout pour les empêcher de nuire et encore plus d'arriver au pouvoir. Donc pour moi, c'est par antifascisme qu'on fait l'unité, y compris à ce moment-là, face à l'extrême droite et face à la Macronie.
et face au bloc bourgeois dont une partie de la classe dirigeante est prête aujourd'hui à faire alliance avec l'extrême droite pour pouvoir se maintenir comme classe dominante. Donc quand on fait ce choix-là, à ce moment-là, qu'on dit, y compris qu'on cède sans circonscription au Parti socialiste parce qu'on ne veut rien céder sur le programme, même si ce n'est pas le calque de notre programme, on ne cède pas sur les fondamentaux de programme. C'est ce choix aussi là qu'on fait, qui est là aussi, qui coûte en fait, y compris par rapport aux militants, par rapport aux camarades qui sont candidats à ce moment-là, qui ont fait le travail, qui se sont fait insulter, traiter de tous les noms par les mêmes pour qui ils vont aller faire campagne. Et c'est les nôtres qui vont faire campagne aussi pendant ces mois-là. C'est les nôtres qui y croient pendant que certains négocient dans des trains avec Darmanin, etc. Pendant que la moitié des dirigeants, quand ils passent à la télé, c'est pour dire quasiment « bon, bah, c'est foutu etc. » Nous, on fait le boulot. On n'arrête pas de dire qu'on fait une élection pour gagner, même si les pronostics disent le contraire. Si on veut que les gens y aillent, ben, en fait, on ne va pas aller leur dire « bon, bah, allez voter, mais de toute façon, c'est foutu ». Donc, on fait ce travail-là. Je pense que c'est les insoumis et les insoumises qui ont porté ce truc-là. Donc ça nous coûte aussi, en fait, de céder autant de circonscriptions, y compris à des gens, quand on voit la manipulation qui permet à Hollande d'être le candidat. Enfin voilà, on en a avalé quoi, des couleuvres. Mais parce que, pas par bonté de cœur, mais parce que stratégiquement, antifasciste et alternative de la gauche radicale, c'est ça les boussoles, c'est ça qui compose notre boussole, et c'est ça qu'on veut porter. Donc pour moi, c'est toujours ça qu'il s'agit de défendre. Et c'est pour ça que je considère que je ne me laisserai voler la victoire du NFP ni par les macronistes, ni par les hollandistes, ni par celles et ceux qui veulent réécrire l'histoire en disant en fait personne n'a gagné, il ne s'est rien passé, pour démoraliser les gens. Parce que comme ce que nous disions depuis des années, quand le peuple s'en mêle, on peut renverser la table. On ne l'a pas complètement renversé en 2024 parce qu'on n'a pas eu la majorité suffisante pour imposer et pour empêcher le coup de force d'Emmanuel Macron. Mais on a commencé à bousculer, on est arrivé en tête. Donc je ne me laisserai pas effacer pour nous militants et puis surtout pour les gens, quoi, pour se rendre compte qu'en fait, ouais, ils ont un sacré pouvoir quand même hein, quand ils s'y mettent. Et c'est ce qu'on voit dans la participation électorale, des gens qui ont peur pour leur vie, pour leurs enfants, avec la perspective de l'extrême droite, et voilà, et qui sont en capacité de réaliser ce défi contre tout le système qui conspire à faire gagner l'extrême droite. Donc je n'accepte pas que Macron et les dirigeants du bloc bourgeois le fassent, et je n'accepte pas non plus qu'Hollande, en fait, et cette ligne-là du PS, affaiblissent ce que nous on a gagné. C'est pour ça que nous on continue à dire nous sommes le nouveau Front Populaire. Je fais partie d'un groupe, la France Insoumise NFP, et c'est notre victoire. Et donc voilà, on lâche rien sur le programme. Ça ne veut pas dire que on ne débat pas à l'Assemblée, qu'on n'accepte pas y compris de voter par exemple un budget qui n'est pas le budget NFP tel qu'on l'aurait voulu, qui est encore moins le budget LFI tel qu'on l'aurait voulu, mais qui va suffisamment dans le bon sens pour qu'on le vote. Donc on fait des compromis. On n'a pas arrêté d'en faire. Pour nous, le NFP, c'est un compromis. Et le budget, le débat budgétaire, c'est un compromis. Mais voilà, on défend nos fondamentaux, et en les défendant, on peut même gagner. On gagne des victoires sur des amendements, et à tel point qu'on en arrive, nous, à voter le budget parce qu'il est suffisamment transformé. Et c'est comme ça qu'on gagne en fait, et c'est comme ça qu'on mobilise les gens, et c'est comme ça qu'on les inspire, et pas dans un espèce de ballet de négociation à la mort moelle-neu. Enfin, donc pour moi voilà, c'est ça qui est en jeu, et cette bataille elle est toujours d'actualité. Elle est d'autant plus d'actualité que nous on est dans un moment aussi où en fait le bloc bourgeois est très profondément affaibli, parce que Macron est affaibli, et c'est pour ça qu'on continue à taper sur la question de Macron et sa démission. Quand on a porté cette revendication-là en août dernier, début septembre, voilà, on nous prenait pour à nouveau des fous, etc. Aujourd'hui, une majorité de la population est pour la démission d'Emmanuel Macron, et ça, c'est une victoire idéologique. Et on voit bien que les stratégies des uns et des autres pour l'après-Macron, des écuries présidentielles qui se préparent, participent aussi à l'affaiblissement.
Et que faire tomber Macron, en faisant tomber d'abord Bayrou, ça peut accélérer le moment où on va à nouveau pouvoir appeler aux urnes le peuple et à nouveau pouvoir renverser la table pour battre l'extrême droite et en finir avec la Macronie. C'est pour ça qu'on pose la question de la démission de Macron, pas parce qu'on est obsédé par Jean-Luc Mélenchon ou que Jean-Luc Mélenchon est obsédé, parce qu'on dit qu'il s'agit d'accélérer le moment où le peuple va pouvoir à nouveau s'emparer et se mêler de ses affaires. Et on a fait la démonstration que quand c'était le cas, ben on pouvait gagner. Et moi, je pense qu'on doit faire, on n'a pas le choix de faire à nouveau cette démonstration-là, parce que la course de vitesse avec l'extrême droite, elle est là, elle est en cours, et qu'attendre encore des mois et des mois pour maintenir le statu quo, pas faire peur, c'est leur donner du temps à eux pour se renforcer, alors qu'ils ont déjà des décennies d'avance sur nous, et ils ont tout le système à leur service. Donc voilà de quoi il s'agit pour moi. Ce n'est pas une question de petites phrases ou de tweets, etc. C'est une question de stratégie politique et d'objectifs politiques et à la fois de survie et de victoire possible pour notre camp face aux dangers réels que représente aujourd'hui l'extrême droite, que représente aussi aujourd'hui le bloc bourgeois qui nous emmène dans le mur. Ces gens sont incapables de faire face à la crise climatique, sont incapables de penser le monde et la société autrement pour pouvoir survivre comme espèce humaine au plus grand défi qui nous a été posé, celui de l'humanité, de la préservation de la planète et qui rend la vie humaine possible. Donc c'est de ça qu'il s'agit et je trouve que si on pouvait avoir les débats vraiment à cette hauteur-là des enjeux, en assumant les différences, ça nous aidera à avancer plutôt que de les réduire voilà, à l'épouvantail qu'on fait de Jean-Luc Mélenchon ou le tweet qui a scandalisé le commentariat et les belles personnes, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a une hyper personnalisation de la vie politique, voire une forme de pipolisation depuis longtemps. Et comme tu le rappelles, la question, c'est quand même avant tout le programme. Pour vous, les Insoumis, pour faire union, c'est quoi un peu vraiment vos lignes rouges programmatiques où après, il n'y a plus d'union possible aussi avec soit certains partis carrément, soit une partie... C'est ce que je dis, c'est pas tant les lignes rouges que les exigences sine qua non pour tout simplement, ne serait-ce qu'être crédible en fait, vis-à-vis des gens. Moi, quand je vois ce qui se passe ici, dans le 19e arrondissement, dans le 18e arrondissement, à quel point les gens, en fait, ils n'en peuvent plus. Il y a une telle lassitude, il y a une telle... et que, en fait, on va leur dire quoi? On va leur dire, faites l'effort de recroire que c'est possible pour qu'on négocie, non pas 64 ans, mais 63 ans et demi, pour qu'on leur négocie 10 € sur le SMIC. Voilà, moi, pour moi, en fait, voilà, les lignes rouges, c'est ça, c'est la vie des gens, en fait. Je ne négocie pas sur la vie des gens. 2 ans de vie volée, nous, l'abrogation, la réforme des retraites, c'est déjà un compromis. Nous, on est pour les 60 ans, je rappelle quoi. Notre programme insoumis, c'est ça. Et les 60 ans, pas parce qu'on se fait plaisir, mais parce que d'abord, c'est possible de le faire, et que notre conception de la vie, c'est pas que les gens, ils passent les 3/4 de leur existence à trimer comme c'est pas possible, pour une partie, même mourir avant de pouvoir bénéficier un peu de sa retraite. Il y a d'abord cette conception-là. Donc, nous, notre objectif, c'est 60 ans. On dit l'abrogation, c'est le minimum pour nous, pour dire on vole 2 ans de vie aux gens, les plus précaires, ceux qui ont les corps abîmés par des années de labeur, sont ceux et celles qui vont le plus, et qui sont déjà en train de subir le plus ce truc-là. C'est le minimum, en fait, l'abrogation.
voilà, pour moi, si je devais résumer ça, c'est la ligne rouge, c'est ça en fait. Les gens, ils n'en peuvent plus. Les 1600 euros, 1600 euros, tu fais quoi avec 1600 euros? Est-ce que tu... Non, tu vas pas, tu prends pas des vacances aux Bahamas avec 1600 euros. C'est pas vrai. Enfin, 1600 euros, c'est notre revendication pour le SMIC, le salaire minimum. Quand tu as payé le loyer, tu as deux mômes, l'ensemble du coût de la vie, etc. Qu'est-ce qui reste quand tu as 1600 euros? Enfin, voilà, on va... Pour nous, encore une fois, voilà, c'est la vie des gens, c'est le quotidien des gens. Et dans un moment où il faut le rappeler, en fait, là, cette semaine, Oxfam vient à nouveau dans un rapport sur les multinationales et les inégalités de montrer que les plus riches de ce pays et dans le monde n'ont jamais été aussi riches. On est une société qui n'a jamais été aussi riche. Et comment elle est riche? Elle est riche parce qu'une poignée de gens s'approprient le labeur, le travail de la majorité de la population. Voilà, donc on ne parle pas de propositions dans un pays qui sort, comme en 1945, d'une guerre mondiale dévastée par des bombardements, avec une partie de sa population qui a été génocidée dans des camps déplacés. On ne parle pas de ça. Et pourtant, même à cette époque-là, il y a des gens qui ont porté des idées dans le programme du Conseil national de la résistance qui, encore aujourd'hui, fondent notre pacte républicain, pour sortir des grands mots. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un monde et d'une société où, au cours des 7 dernières années, les familles les plus riches, les fortunes les plus riches de ce pays ont augmenté de quelque chose comme du double de leur fortune. Je crois que c'est passé de 500 milliards à 1000 milliards. Ils ont doublé leur part de richesse dans le PIB, de 24 à 40% à peu près, 42%. Vous m'excuserez si les chiffres ne sont pas bons, mais en fait, c'est de cette dimension-là. On parle de ça. Et ces richesses-là, elles ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas parce que ce sont des génies de je ne sais trop quoi. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui triment, qui se font exploiter. Et voilà, ça c'est mon côté marxiste, désolé, mais c'est le travail des gens, c'est le labeur des gens en fait qui produit cette richesse. C'est cette plus-value-là qui s'approprie. Donc, voilà, donc c'est ça en fait. C'est objectivement, pour moi, le minimum qu'on puisse porter et exiger. Et moi, je me rappelle pendant la campagne de 2024, enfin, le nombre de gens que je croisais là qui... à chaque fois nous disent tenez bon, défendez-nous, ne nous trahissez pas, défendez-nous jusqu'au bout. Ben voilà, pour moi c'est ça en fait qui sont, je ne sais pas si c'est des lignes rouges, mais qui sont la boussole pour tenir et dire en fait non, ce qu'on demande là c'est le minimum les gens. Voilà, si j'étais gauchiste et encore à l'extrême gauche, voilà, je peux vous faire un programme maximaliste, hein, mais là, c'est le minimum, vraiment, pour la survie de millions de gens et pour la vie décente, à minimum, pour des millions de gens dans ce pays, quoi. Après, certains éléments qui créent parfois aussi de la division, ou en tout cas des critiques entre les différents partis du nouveau Front populaire, c'est aussi parfois des décisions stratégiques des partis. Et là, je pense particulièrement en juin dernier à la décision de LFI de ne pas réinvestir plusieurs députés LFI de 2022, comme évidemment Daniel Simonet, Corbière, Garrido. Certains ont utilisé le terme de purge pour parler de cette décision. Et c'est vrai que ça remet une nouvelle fois sur la table une des critiques récurrentes qui est formulée à l'encontre de la France insoumise, qui est le manque de démocratie interne au sein du mouvement. Voilà. Après, face aux critiques sur le fonctionnement de LFI, on connaît, les insoumis défendent la forme mouvement, ils répondent en critiquant l'existence de courants dans les partis qui créent des personnalités qui vont s'autodétruire, des querelles, des compétitions suicidaires pour prendre la tête du parti au présidentiel, pour les postes éligibles, etc. Toi, tu as fait partie de différents partis avec des organisations différentes. Est-ce que tu peux revenir sur
les forces et faiblesses de fonctionnement différents au sein des partis politiques. Ouais, alors je voudrais revenir sur 2-3 points que tu as soulevés, parce que ça me donne l'occasion de pouvoir répondre à ces critiques. D'abord, moi je récuse vraiment le terme qui est utilisé. C'est pas une question sémantique, parce que les mots ont un sens. Quand on parle de purge, je fais partie d'un courant politique, justement, qui, comme je le disais au tout début, pour qui, quand on parle de purge, on parle de procès politiques qui ont envoyé des gens pendant des années dans des goulags, littéralement. C'est pas un mème, c'est pas juste une formule comme ça sur les réseaux sociaux. Des gens qui se sont fait assassiner, les purges staliniennes, c'est ça que ça veut dire en fait, en politique, quand tu utilises ce mot-là en politique. Et je trouve que c'est pas bien de... On peut dire que des gens ont été exclus de manière, etc. Mais utiliser ce mot-là, je trouve que c'est une insulte qui est faite pas simplement à notre mouvement, à sa direction politique, mais aussi à cette histoire-là. On a fait le choix en tant que direction. Moi, je fais partie de la direction, la coordination nationale de la France Insoumise. Dans le moment dont je parlais, ce moment en 2024, on n'a même pas eu, on a eu 3 semaines entre l'annonce de la dissolution, on sortait d'une campagne aux européennes aussi très dure, qu'on fait ce choix-là de dire, bon, allez, on sauve malgré toutes les volontés, les tentatives d'y mettre un terme, l'Union populaire, parce que nous, on y a investi, on s'est mobilisé, on a défendu ça et que c'est notre boussole. Ça se fait aussi dans le contexte où, notamment ces camarades-là qui sont dans le mouvement, mènent depuis des mois une stratégie qui est la leur. Hein. Moi, je ne remets pas en cause le fait qu'il puisse y avoir des désaccords et que ces désaccords soient débattus. Ils le sont par ailleurs. Ils le sont dans le groupe parlementaire, où on a des moments de débat, où, y compris on vote sur des choses quand on est vraiment en désaccord, etc. Donc il y a des espaces de discussion et de débat où les uns et les autres peuvent faire prévaloir leur point de vue, et ils ne s'en privent pas, et elles ne s'en privent pas, y compris en permettant par des confidences dans la presse que tout le monde soit au courant du moindre vote, de la moindre parole qui est faite dans un cadre qui est censé être un cadre quand même politique. Moi, enfin voilà, de gauche à gauche, voilà, quand on a des discussions, y compris qu'on veut garantir de pouvoir se dire les choses clairement, en fait, le fait de préserver la confidentialité de ce qu'on dit, pour moi, c'est la base, quoi. Sinon, on ne peut plus discuter. Sinon, on ne peut plus se dire, y compris dire des bêtises, dire des énormités, mais le faire dans un cadre où il y a un minimum de confiance entre camarades, quoi. Voilà. Les uns et les autres ne se sont pas privés pour faire part de tout ça. Donc, le reproche fait en termes de démocratie, franchement, on peut parler du mouvement, on parlera du mouvement après, mais dans le groupe parlementaire, je trouve ce qui est antidémocratique, c'est de ne pas accepter d'être minoritaire. Parce que la vérité, c'est que ces camarades-là, ces collègues-là, à l'époque, font part de leur point de vue, de leur dimanche, y compris dans des moments, on pourrait parler des heures, mais quand dans le moment de la bataille, la mère des batailles, la bataille contre la réforme des retraites, on essaie d'élaborer la stratégie dont on pense qu'elle est la plus juste par rapport à cette bataille-là. Et qu'il y a des collègues, des camarades, en fait, qui passent leur temps à savonner la planche de tout ce qu'on fait pour organiser des mobilisations de masse, pour créer une forme de rapport de force et inciter et convaincre les forces syndicales de se jeter dans la bataille, etc. Quand il y a des collègues et des camarades qui appellent les dirigeants syndicaux, un dirigeant syndical en particulier, pour lui dire tout le mal qu'il pense de ce que nous, on est en train d'essayer de faire. Voilà, c'est ça, en fait, qui se passe pendant des mois. Dans ce contexte-là, où on a des débats et des discussions, ces personnes sont minoritaires, si on veut parler en termes de démocratie pure. Quand on fait, par exemple, des votes sur
l'article 7 du texte de réforme des retraites. Oui, c'est serré, parce qu'en fait, tactiquement, on ne sait pas trop. En fait, on élabore aussi une tactique parlementaire au milieu de ce truc-là. Nous, notre objectif, c'est de donner la confiance. On peut considérer qu'il fallait voler l'article 7, etc. On a ce débat-là. Le groupe tranche. Donc, il y a un choix qui est fait, démocratique. Et pourtant, aujourd'hui encore, ces mêmes personnes-là viennent dire je ne sais trop quoi, etc. Ces mêmes personnes-là n'acceptent pas d'être minoritaires. Ils n'acceptent pas la règle démocratique la plus j'allais dire, la plus mathématique. Donc voilà, sur cet aspect-là, et de prétendre qu'il n'y aurait pas eu de démocratie vis-à-vis des points de vue différents, moi, c'est un mensonge pur et simple que de le dire. Après, on a, en fait, derrière, il y a un désaccord stratégique sur, en fait, comment, et je crois que les derniers mois, en fait, ont révélé la profondeur de ces désaccords stratégiques. Je pense notamment aux prises de position de François Ruffin sur en fait, qu'est-ce que ça veut dire être une gauche radicale, et pourquoi est-ce que, oui, les formes d'expression, assumer la confrontation, assumer la conflictualité, c'est pas juste une posture ou une attitude. C'est aussi dire que nous, notre objectif, c'est d'en finir, en fait, avec pas simplement la Macronie, etc., mais y compris avec ce qui a tué la gauche, avec cette espèce de compromission, etc., et puis le en même temps, plus ou moins avoué, etc. Donc, c'est aussi, et je pense qu'il y a aussi eu des clarifications sur le désaccord, là aussi, politique, sur comment on combat l'extrême droite. Pourquoi est-ce que nous, on pense que la question du racisme, et franchement, sur ce sujet-là, on revient loin sur l'analyse du racisme, pas juste comme diversion, mais comme élément stratégique de division de notre camp social et d'unification du bloc bourgeois et des convergences entre le bloc bourgeois et le bloc d'extrême droite. Enfin, voilà. Donc, en plus, ces sujets-là, ils sont ouvertement sur la table. Encore une fois, franchement, pour un mouvement ou un parti qu'on a souvent, qu'on continue du coup à insulter comme étant une secte, etc., enfin, franchement, tout le monde était très largement au courant de ces désaccords-là. Donc oui, ça, c'est des désaccords. Et moi, à un moment donné, ça vient aussi peut-être de cette expérience dont tu parles sur les formes de mouvement. Je pense qu'à un moment donné, des fois, c'est plus simple. Enfin, on ne va pas être d'accord là-dessus. Et pour nous, ce n'est pas un détail, c'est un élément stratégique. La question du rapport au social-libéralisme, nous, on n'est pas un mouvement social-démocrate. Voilà, enfin, les uns et les autres peuvent vouloir faire renaître une social-démocratie en pensant que ce qu'il faut, c'est négocier le meilleur, si on n'a pas les 1600, mais on a 30 balles, etc., c'est suffisant, ouais, c'est légitime. Mais c'est pas ça, la France. C'est pas là-dessus qu'on s'est construit, nous. C'est pas pour refaire la social-démocratie. C'est pour faire la révolution citoyenne. C'est pour mettre en place un programme de rupture. Donc, à partir du moment où il y a un tel désaccord sur l'orientation stratégique, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est même pas qu'ils doivent partir du mouvement, mais au moment où on doit prendre la décision de réinvestir des gens qui vont être élus, censément pour défendre un programme et une stratégie, pas juste dans le contexte de la bataille à mort contre l'extrême droite, frontale contre la Macronie, mais aussi d'une bataille, et oui, d'un rapport de force au sein de la gauche pour maintenir le centre de gravité de la gauche du côté de la radicalité. Dans un contexte pareil, moi, en responsabilité de dirigeante politique, je ne suis pas d'accord pour investir des gens qui ont dit explicitement dans nos débats, avant que ce soit connu publiquement, qu'ils étaient contre cette stratégie. Et non seulement qu'ils étaient contre, mais qu'ils travaillaient à faire le contraire. Aujourd'hui, on sait que les mêmes personnes discutaient avec des milliardaires de gauche pour faire une toute autre stratégie. Bah, on se doutait quand même qu'il y avait des éléments, mais enfin, voilà. Donc oui, moi j'assume totalement de dire non, je ne vais pas aller donner l'investiture et permettre que des gens se prévalent
de cette investiture pour pouvoir gagner des sièges, pour ensuite, alors qu'ils sont en train d'essayer de retourner et de dire en fait ne rejoignez pas le groupe de la France Insoumise, parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Pendant tout le temps où nous on menait la bataille vis-à-vis du Parti Socialiste, pendant qu'on faisait des négociations, ces gens-là ont été voir un à un des camarades pour leur dire ne signe l'accord pour dire que tu vas rejoindre le groupe pour trahir après. Voilà, moi je pense que c'est des méthodes qui sont inacceptables, et à la fois sur le fond du désaccord politique et sur la forme, je ne suis pas d'accord pour le faire. Et je termine là-dessus pour rappeler que ce n'est pas une exclusion qui a eu lieu, c'est un choix de ne pas investir. Je ne suis pas d'accord pour considérer que les investitures sont de droit, qu'il y aurait des gens qui ne pourraient que être investis. Parce qu'il y a aussi beaucoup de camarades de très grande valeur qu'on n'a pas investis. Les 100 qui étaient sur les circos LFI et qui n'ont pas été investis parce qu'on a fait le choix de les céder au PS. Personne ne les a entendus sur les plateaux. Et pourtant, c'était des camarades de valeur. Mais pour autant, ce n'est pas un droit l'investiture, c'est un choix politique. Et c'est un choix de confiance politique. Et quand il n'y a plus de confiance politique, quand il y a un désaccord de fond, ben en fait, voilà, on assume de dire, ben en fait, non, on ne va pas vous investir. Et après, vous faites ce que vous voulez, mais être militant politique, ce n'est pas juste aussi être investi, être candidat et être élu. On peut aussi avoir l'unité de se dire, ben en fait, peut-être que bon, je suis en désaccord, je ne suis pas investi, ben parce que je crois aux idées, je peux continuer à militer, en étant par ailleurs pas non plus un inconnu ou une inconnue, et en ayant la possibilité de faire dans le mouvement autre chose, en acceptant qu'on est minoritaire sur un point, alors même que nous, ce qu'on essaie de faire à la France Insoumise, et c'est pour répondre sur le mouvement, c'est pas... Enfin, on essaie justement d'éviter d'en arriver, et c'est peut-être pour ça que souvent ça a été pris dans les formules utilisées par des camarades comme une remise en cause du vote, de ce qui est considéré comme l'expression ultime de la démocratie, le vote. On vote, il nous arrive de voter, mais parce que en fait, notre outil de construction du mouvement, en tant que mouvement, justement pas en tant que parti, on maintient depuis le début l'idée et on expérimente au quotidien l'idée qu'on veut faire un mouvement, pas un parti, et on veut faire un mouvement où la règle de fonctionnement, l'outil de fonctionnement, c'est le consensus. On assume la conflictualité dans la bataille de la lutte des classes, parce que c'est une lutte des classes. Le dissensus, pour nous, c'est l'élément essentiel du débat à une échelle de masse. Dans notre mouvement, on veut construire des consensus. Parce que notre mouvement, il ne se base pas sur des sensibilités différentes qui, à un moment donné, se mettent d'accord. C'est un accord sur un programme et sur lesquels on ne demande pas à tout le monde d'être d'accord à 100%, mais on dit que c'est la base sur laquelle on veut agir pour un objectif commun. Et qu'à partir de là, on se donne les moyens d'y arriver sans se compter sur tel ou tel point. C'est-à-dire, pour moi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'étais pas été dans tant de formes d'organisation possible. J'étais à l'extrême gauche, dans des petits groupuscules, et à la LCR et au NPA, et où l'organisation interne était structurée par des courants qui avaient, et je faisais partie d'un courant minoritaire, qui a été minoritaire jusqu'au bout, au point qu'on a fini par sortir, parce que ça devenait invivable. Mais moi, j'ai expérimenté les dynamiques de fractions propres à l'extrême gauche. C'est pas la même chose, je pense, par exemple, chez les Verts, ils ont d'autres dynamiques, etc. Mais je sais ce que c'est, je sais comment ça peut aider le débat, mais je sais aussi, et c'est pour ça que je sais aussi à quel point c'est toxique, en fait. À quel point ça détruit, en fait, les gens. À quel point, en fait, tout devient un objet de positionnement par les fractions, etc. Moi, alors peut-être c'est par excès, c'est parce que j'ai été assez traumatisée par ça, et je le dis en ayant été au bureau politique de la LCR, etc., comme en étant minoritaire, quoi. Et donc, je pense que je ne dis pas qu'en soi, ce n'est pas une question de principe, c'est juste que la forme mouvement telle qu'on l'a pensée et telle qu'on l'a expérimentée, pour moi, en fonctionnant au consensus, permet d'avancer ensemble, sans tordre le bras à personne, mais en maintenant une unité
qui pour moi est indispensable. Pour terminer là-dessus, donc voilà, c'est ça la philosophie générale. Moi, ce que je voulais aussi appuyer, c'est que souvent, donc bien sûr que comme toutes les formes d'organisation, notre mouvement est traversé par des rapports de force, par des tensions, et il a énormément de limites. Et que ce soit y compris sur des problématiques de fonctionnement interne, en termes de sexisme, de racisme, on produit et on reproduit, comme toutes les formes d'organisation, des formes de domination, des formes d'oppression, etc. Donc, et même d'un point de vue démocratique, au sens de fonctionnement du débat, ben en fait, des fois, voilà, on se rend compte qu'il y a des limites aussi d'arriver au consensus, ça crée des frustrations, etc. Mais moi, je voulais insister sur le fait que on a eu dernièrement notre assemblée représentative, qui est le moment en fait où on désigne par tirage au sort un représentant par département. C'est paritaire avec une alternance homme-femme pour les départements. On a commencé vraiment à stabiliser une forme de fonctionnement où il y a vraiment un grand débat qui a lieu dans le mouvement à partir d'un texte que propose la coordination et où les camarades, on écrit vraiment le texte ensemble. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui écrit le texte ensemble, mais il y a vraiment un processus, et notamment, moi, la dernière assemblée représentative, ça m'a marqué sur le fait que au sein des boucles départementales, parce que ça aussi, c'est une structure qu'on a commencé à mettre en place, il insiste quand même pour dire notre mouvement, il a aujourd'hui, si on part de, on ne va pas parler depuis 2012, mais 2016, il a à peine 10 ans d'existence. Il a moins de 10 ans d'existence. Bien sûr qu'il ne sort pas de nulle part, il est traversé par les traditions politiques organisationnelles de ses composantes, de ses militants, de ses sensibilités. Donc voilà, on n'a pas non plus inventé un truc sorti de nulle part, on s'est inspiré de plein de modalités différentes de celles des autres forces politiques de la gauche radicale en Europe et au-delà de l'Europe. Donc on a construit ce mouvement-là aussi en essayant de voir justement les limites des uns et les forces des autres. Et donc voilà, on assume d'être évolutif, on assume d'expérimenter des formes. Et là, je trouve qu'on a réussi à stabiliser une manière de fonctionner où un grand nombre de militants, en fait, les militants s'impliquent sérieusement dans ce travail-là. On prend au sérieux cette implication. Et pour moi, je pourrais parler des heures encore du mouvement et de tous les questionnements qui nous sont posés par différents biais. Je pense les discussions qu'on a en ce moment avec les camarades de l'équipe thématique antiraciste sur voilà, comment est-ce qu'en interne, on fait évoluer aussi un mouvement qui est sociologiquement, en gros, pour aller vite quand même, un mouvement de la gauche blanche de classe moyenne, etc. Donc, et donc, du coup, comment, dans l'organisation, on porte la nécessité d'être plus représentatif, etc. Et en même temps, ce que fait aujourd'hui le cursus renforcé de la Boétie, qui a fait un vrai travail pour, dans la sélection des camarades qui vont pouvoir faire ce cursus-là, d'essayer de corriger justement les biais sociaux et territoriaux. Et ce qui fait que, par exemple, dans les promotions du cursus, il y a une diversité sociale vraiment frappante, quoi. Et que du coup, on a à la fois ce mouvement où, quand vous regardez de l'extérieur, où, par exemple, toutes les figures, la plupart des figures, et il y en a un certain nombre aussi d'ailleurs, ça c'est aussi une dimension de dire, ça tape beaucoup sur Mélenchon, mais en vrai, je crois qu'on est un des mouvements qui a fait émerger le plus de figures jeunes, nouvelles, et qui ont une visibilité médiatique par rapport à beaucoup d'autres. Mais même cette représentation-là, elle reste très blanche. Moi, je suis peut-être l'exception de temps en temps à avoir une forme de visibilité, mais il y a ça, et en même temps, moi, quand je regarde sur le cursus de la Boétie, il y a un vrai travail qui est commencé sur ce truc-là. Et voilà, et c'est deux choses
existe dans notre mouvement et ça pose plein de questionnements aux camarades et on travaille là-dessus. Pour moi, ça, c'est un travail de mouvement et qui intéresse personne. Alors, c'est pas plus mal parce qu'au moins, on se fait pas emmerder et c'est pas instrumentalisé, mais qui est un vrai travail démocratique, en fait. Ça aussi, c'est de la démocratie, de comment en même temps que le mouvement, il avance en termes de clarté, d'analyse sur des questions qui sont stratégiques, qui sont spécifiques mais stratégiques, comme la question de l'antiracisme, mais ton mouvement, il ne peut pas être juste le fer de lance d'un antiracisme stratégique, il doit aussi, en lui-même, s'élargir, surtout si tu veux faire un mouvement populaire, etc. Donc c'est plein de choses qu'on fait dans notre organisation. Je pourrais parler des questions féministes aussi, qui nous ont traversés, qui nous ont... Et ça, pour le coup, c'est suffisamment de notoriété publique, mais c'est des vrais débats sur comment on met en place tout le travail qu'on a fait depuis presque 10 ans sur les cellules de veille sur les questions sexuelles et sexistes, qui est loin d'être encore satisfaisant. Mais c'est un vrai travail de mouvement. Et ça, voilà, ça fait des débats, et ça en fait encore. Et on apprend aussi. Voilà, on apprend et on est en capacité aujourd'hui de prendre des décisions qu'on n'était pas en capacité de prendre il y a quelques années. Et là, ça nous a coûté, par exemple, là, ça nous a coûté un siège de député quand même, les choix qu'on a pu faire sur ces questions-là. Donc ça aussi, c'est des dimensions de ce qu'est notre mouvement en tant qu'organisation politique et en tant que forme d'organisation particulière qui essaie d'avancer. Et moi, je suis tout à fait... intéressé d'avoir cette discussion-là parce que je pense qu'on a aussi à apprendre et que le regard extérieur nous permet de voir aussi nos angles morts et nos limites. Mais ayons cette discussion-là de cette manière-là et pas de la manière caricaturale qui est faite et en fait qui ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'on est comme mouvement, mais qui est plus utilisée justement pour dire la secte LFI et son gourou Mélenchon, c'est pas des démocrates. Donc en fait, c'est une manière de nous disqualifier comme première force de gauche en capacité de gouverner. Voilà, c'est trop souvent un raccourci qui est utilisé pour une disqualification, alors que, voilà, on a des choses encore, nous, à apprendre, mais je pense que notre expérience en tant que mouvement, elle est intéressante, en fait. Je dis pas qu'avec toutes ces milites, je pense qu'elle est intéressante. En tout cas, moi... Alors, ouais, bon, bref. Voilà, j'arrête là, parce que, comme quoi... J'avais dit que je voulais faire conclure là-dessus, mais voilà, c'est ouvert. Et c'est vrai que ouais, moi, ça m'intéresserait de débattre davantage sur plusieurs points que tu dis, mais bon, c'est vrai qu'il faut qu'on avance un peu dans l'entretien, donc on va changer de sujet. En fait, je voulais revenir sur deux événements qui n'ont rien à voir. Début janvier, c'était la commémoration des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Et il y a quelques jours, il y a un cessez-le-feu qui est enfin entré en vigueur à Gaza. Donc évidemment, deux événements qui n'ont rien à voir. Mais ce qui les lie pour nous, c'est la réaction de la quasi-totalité du champ médiatique sur deux points. D'abord, que ce soit en 2015 suite aux attentats ou au lendemain du 7 octobre, c'est de pointer du doigt le terrorisme islamique, l'islam, en France, mais quand c'est endogène aussi à l'étranger, sans jamais essayer de comprendre comment finalement on en arrive là. On se rappelle évidemment de la phrase de Valls à l'époque, expliquer c'est excuser, qui refuse totalement d'avoir un débat de fond. Et puis la deuxième chose, c'est aussi constituer une sorte d'union sacrée, de récit officiel autour de ces événements auxquels il n'est pas possible de dévier, sous peine d'être extrêmement violemment attaqué, voire d'être présenté comme complice de terroristes. Et toi, ça a été ton cas, que ce soit en 2015 où tu as publié un texte suite aux attentats où tu dis en fait moi je suis pas Charlie, je me sens pas Charlie, ou que ce soit après le 7 octobre pour parler, tu avais parlé, ça a été vachement repris, de mouvement de résistance pour qualifier le Hamas. Et ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est que
le ouin-ouin de la droite réactionnaire, on ne peut plus rien dire à cause des gauchistes, etc. Nous, la liberté d'expression, c'est hyper important, etc. Mais qui est finalement une liberté d'expression à deux vitesses, parce que dès que la gauche radicale commence à amener des sujets qui ne sont pas dans leur récit, ils se font violemment attaquer de toutes parts. Pourquoi c'est important de porter à ces deux moments cette voix dissonante dans l'espace public pour toi? Alors, ce sont deux temporalités vraiment différentes. En tout cas, mon expérience, qui n'est pas celle du mouvement, donc je ne parlerai pas au nom du mouvement, en tout cas pour ce qui est de la polémique, par exemple, à mon encontre par rapport à la prise de position que j'avais prise en fait, c'était sur la manifestation, précisément, mon texte à ce moment-là, portait sur, en fait, pourquoi je ne participais pas à la manifestation qu'il y avait à l'appel, voilà, qui a rassemblé beaucoup de chefs d'État, etc. Donc c'est ça, en fait, l'objet. Mon texte, il vient de ce moment où, en fait, je me rends compte que je ne peux pas aller à cette manif. Et voilà, j'exprime tout un certain nombre de choses à ce moment-là pour faire sens dans un moment qui est extrêmement violent pour tout le monde, individuellement et collectivement. En fait, on est en plein trauma. Enfin, tout le pays vit ce moment-là et chacun essaie de donner une cohérence à tout ça. Et surtout, en tant que militante politique, de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là, soit individuellement, et comment, en fait, quelles sont, en fait, les choses importantes qu'il faut rappeler, même quand c'est difficile à le dire. Et donc, c'est tout ça que j'essaie d'exprimer dans ce texte-là, où, effectivement, j'écris ce qui apparaît comme quelque chose qui est clairement à l'encontre de tout le discours à ce moment-là, que je participe pas du tout à ce discours d'identification absolue avec l'esprit Charlie. Pour plein de raisons que je développe, et notamment cette idée que, en gros, il y a une forme de la liberté d'expression, elle n'est pas simplement à géométrie variable. Il y a une liberté d'expression pour les dominants et pour les dominés. Et c'est cette lecture-là de classe, en fait, qui est pas juste le fait de ce moment-là. Enfin, moi, c'est aussi une lecture marxiste de comment fonctionnent les sociétés. Moi, je pense que les médias sont l'expression, par exemple, de la pensée dominante. Les idées dominantes, pour faire vite, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Et que du coup, ça s'exprime sur ces formes-là, et que l'idée que la liberté d'expression, c'est celle des dominants. Et celle des dominés, elle est tolérée tant qu'elle reste dans ce cadre-là. Donc c'est aussi derrière ça, c'est de mettre à nu, en fait, cette forme d'hypocrisie dont se prévalent les dites démocraties libérales, bourgeoises, occidentales, et où, dans des moments justement de forte tension et de forte polarisation, c'est mis à nu. Et c'est là où le rapport avec ce qui se passe depuis plus d'1 an maintenant, depuis les attaques du 7 octobre, c'est apparu quand même à une échelle de masse, en fait. La participation active de tous les moyens, et même des médias dits de gauche, enfin en tout cas à quelques exceptions près, à un récit unilatéral, etc. Enfin, c'est quand même... voilà, donc pour moi, c'est ça un peu le lien dans tout ça. Et je pense que c'est la réaction au fait que, en fait, avoir une parole qui ne va pas dans le sens dominant est tout de suite perçue comme une menace à la cohérence de cette parole dominante. C'est ce qui s'est passé vis-à-vis de moi. Enfin, en plus, au moment où moi j'écris le texte sur la manifestation après les attentats
je suis un inconnu. Et en fait, c'est utilisé au moment où je deviens député et au moment où je deviens une figure visible. Et ça s'inscrit dans des attaques, en fait, qui commencent au moment où je suis sur un plateau et on me dit pourquoi vous dites pas vive la France, à la reprise de mes positionnements dans le mouvement antiraciste et de l'utilisation du mouvement des indigènes de la République, d'Ouria Boutaja. Enfin, c'est un tout aussi vis-à-vis de ce que je représente à ce moment-là, la figure que je représente, en tant que, pas juste en tant que femme noire, même si enfin, il y a une bonne dose de misogynie noire, femme noire insoumise, c'est la totale, quoi. Et donc, en plus, on rajoute tous ces éléments-là participent en fait, à une stratégie d'invisibilisation et en même temps de surmédiatisation sur des aspects extrêmement dégradants, insultants, humiliants. Donc c'est ce tout-là. Et j'allais dire que la continuité par rapport à ça, c'est effectivement le fait de, après le 7 octobre, de considérer pas simplement, en fait, là aussi, au moment où je réponds sur radio à Bourdin, sur la qualification du Hamas, mais dès l'expression du groupe de la France Insoumise et le communiqué où, en tant que membre du bureau du groupe, je participe comme l'ensemble de mes camarades, mais c'est moi qui suis singularisée. Personne ne pose la question des 20 membres du bureau qui participent à élaborer, parce qu'on fait un truc collectif, on fait tourner un texte, etc. Et après, on se met d'accord. Mais c'est Daniel Obono qui est pointé du doigt, en fait, sur l'expression du groupe. Donc là, en fait, je trouve qu'il y a à la fois l'attaque globale sur de ceux qui font l'opinion, de ceux qui font les idées dominantes, de l'ensemble des médias, par rapport à une voix, enfin la mienne, mais de manière plus générale, celle d'une gauche radicale qui assume, et là c'est pas en fait aller contre les idées dominantes pour aller contre les idées dominantes, on parle d'un moment où il faut pouvoir dire en fait, quelques jours après le 7 octobre, un cessez-le-feu, parce que c'est ça qu'on dit en fait, nous dans notre communiqué, c'est ça qu'on dit, on sait que ça va partir en escalade, parce qu'on a aussi une conscience historique très récente de ce qui s'est passé, etc. En fait, cette parole-là, elle est nécessaire par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait qu'on ne veut pas être embarqué dans le soutien à ce qu'aujourd'hui, un an plus tard, toutes les organisations de défense des droits humains, toutes les organisations internationales décrivent comme un génocide, et auquel on a assisté tous, impuissants, la rage au cœur, en 4 cas. Enfin, voilà de quoi il s'agit. Donc en fait, cette parole, il ne s'agit pas d'être subversif ou de dire le contraire par gauchisme, mais c'est parce qu'on a le sens de nos responsabilités politiques, historiques, et à un moment donné, oui, il faut faire entendre une voix, parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts parce qu'à un moment donné, le consensus, ce n'est pas directement ce consensus-là, mais le consensus politico-médiatique d'un soutien inconditionnel à Israël, et donc de ne pas mettre en contexte ce qui se passe, de ne pas expliquer dès le départ pour refuser l'alignement, a participé, bien entendu, à conforter et à aider le génocide d'avoir lieu. Donc, enfin, voilà. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je veux dire, mais en fait, cette parole-là, elle n'a pas pour but juste de dire le contraire ou d'aller contre les idées dominantes pour se faire plaisir ou pour se singulariser ou s'ériger nous en héros. C'est vraiment parce qu'il y a un enjeu concret, réel, de tenir bon, de tenir tête, d'être ceux qui, oui, on s'est pris voilà, enfin, une violence, et y compris au sein de la gauche, de nos propres partenaires. Bah, il fallait tenir, hein, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Et moi, je crois vraiment cette idée, alors c'est peut-être mon côté d'extrême gauche encore, mais moi, je pense que je suis profondément anti-impérialiste et que
je ne crois pas en la lutte, la lutte armée, en tout cas ici et maintenant. Je ne sais pas ce que, dans d'autres contextes où je serais aujourd'hui, mais et donc la manière de lutter contre l'impérialisme ici en France et en Occident, c'est d'affaiblir l'impérialisme en français et occidental et de participer à une conscience et à maintenir une conscience anti-impérialiste, anti-guerre et internationaliste Voilà. Et à faire exister ceux que la pensée dominante efface pour mieux les écraser militairement, économiquement, etc. Et donc oui, dire en fait, parler des Palestiniens comme des êtres humains, pas juste, enfin, et refuser l'invisibilisation, la déshumanisation de tout un peuple, de toute cette histoire, et dire en fait voilà, oui, ce que moi je fais ici, là, en France, là où je suis, pour aider à combattre ce qui se fait, c'est ça, c'est dire ça. Je n'ai que ça à faire, on ne peut faire que ça, mais au moins il faut le faire, et même si on est tout seul, ben en fait voilà, on va le faire pour ça, et y compris parce que je par aussi à la fois anti-impérialisme et internationalisme, mais aussi par anti-racisme, parce que je pense que ce qu'il y a profondément, et là aussi ça lie depuis 2001 en fait, le tournant politique du 21e siècle, c'est ce moment depuis 2001 et la grande guerre de civilisation et le fait de désigner l'islam, les musulmans, avec tous les amalgames sur le terrorisme, l'islamisme, l'islamisme, le terrorisme, etc., participe de cette offensive idéologique forte. Et au cœur de ça, il y a un racisme dont on voit jusqu'où il mène, jusqu'à justifier le génocide d'un peuple palestinien qui est réduit à Hamas, terroriste, islamiste, et enfin voilà, qu'on déshumanise complètement, et ça c'est un processus profondément qui renvoie profondément à la mécanique raciste, et donc et on voit comment c'est utilisé, y compris pour diviser les gens et affaiblir notre capacité à empêcher que les massacres aient lieu. Bref, voilà, tout ça pour dire, pour moi, je pense que c'est une nécessité politique et c'est une responsabilité politique par rapport à ceux qui en sont les victimes aujourd'hui, et par rapport au refus de se laisser diviser, nous, ici, en fonction de la religion, en fonction de la culture, et à laisser voilà, ces idées dominantes-là prévaloir, quoi. Justement, pour finir sur internationalisme et racisme, j'ai vu que tu te définis notamment comme panafricaniste. Et du coup, je trouvais intéressant de revenir sur cet aspect de ton engagement particulièrement, parce qu'il y a 2 semaines, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs et des ambassadrices, Macron a parlé de l'intervention française au Sahel et critiqué les dirigeants africains qui n'auraient pas dit merci, qui est extrêmement paternaliste, et je pense, tu seras d'accord, que s'inscrit dans une continuité néocoloniale assez évidente. Est-ce que déjà tu peux revenir assez rapidement sur ce que ça signifie pour toi le panafricanisme? Et dans un deuxième temps, j'ai vu que la France Insoumise, et toi notamment, vous appelez à revoir les relations entre la France et l'Afrique, et que c'est une de vos propositions diplomatiques. Voilà, sans savoir un peu plus sur cette proposition-là. Alors, moi je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon avant d'arriver en France et pour faire mes études, et en fait d'y rester et d'y vivre, et même de devenir française et députée de la République française. Mais je suis née au Gabon, et j'ai grandi là-bas parce que ça a aussi forgé en fait ma vision du monde, du rapport au monde. Et donc je suis une afro-européenne, afro-française, je sais pas, une immigrée, littéralement de première génération. Et en fait, ça a aussi participé de ma formation politique, dans la mesure où j'ai, comme référence politique, moi, mes premiers, entre guillemets, souvenirs politiques, c'est
la libération de Nelson Mandela, je me rappelle ce moment où on regardait à la télévision et je repensais au film sur Soweto. En fait, c'est des thématiques qui ont accompagné mon enfance et donc pour moi, j'allais dire le panafricanisme, c'est moins en termes théoriques, justement, de références théoriques, même si j'ai découvert ensuite les grandes figures panafricaines de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de toute cette génération-là, des mouvements tiers-mondistes, etc. Donc, c'est à ces figures-là et à ces luttes-là, les luttes de libération nationale, que je fais référence dans l'idée d'une forme de panafricanisme, pas en termes de théorie, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été aussi écrites, mais c'est aussi voilà, de là où je suis, en fait, de là où je suis née, et l'environnement socio-politique dans lequel j'ai grandi a été alimenté par ça, et donc notamment sur la question de l'Afrique du Sud et la lutte contre l'apartheid, et c'est quelque chose de très marqué dans ma mémoire des premières références politiques. Et donc, et en plus, comme je disais, quand j'ai commencé à militer, c'était vraiment dans le cadre d'un mouvement qui était qui portait les questions internationales, et notamment la question dans le mouvement intermondialiste de la lutte contre les dettes, la dette du tiers-monde, etc. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé et auquel je me suis beaucoup identifiée. Même si après, j'ai plus été dans la dynamique des forums sociaux européens, des forums sociaux mondiaux aussi, mais plutôt des forums sociaux européens et centrés autour de l'Europe et des États-Unis. Donc voilà, en fait, pour moi, je veux dire que ce sont mes références à cette histoire-là, que j'ai aussi redécouvert, parce qu'il a fallu aussi redécouvrir. C'est pas un savoir qui est accessible, y compris dans les mouvements de gauche et même de gauche radicale, en fait. On connaît mieux voilà, la Russie du temps de Lénine que, en fait, par exemple, l'histoire des Caraïbes françaises, alors que c'est aussi une histoire révolutionnaire. Et donc, c'est aussi dans ma formation politique, j'allais dire post-marxiste, après que j'ai intégré toutes les références marxistes, etc. Et en fait, de me retrouver pendant toutes ces années, en fait, comme presque une exception à la règle, une femme noire relativement jeune, enfin jusqu'à aujourd'hui, puisque je suis beaucoup moins jeune, dans un monde militant blanc, et donc d'être toujours cette exception-là dans ces espaces, et à un moment donné être confrontée aux limites et aux formes de racisme diverses et variées qui existent dans ces espaces-là, et du coup à devoir faire ce travail de se réapproprier, en fait, une pensée antiraciste et internationaliste basée sur des références autres que occidentales. Bref, donc du coup, c'est aussi tout ce travail-là. Et moi, je me suis beaucoup tournée, en fait, à la fois sur les références panafricaines, mais aussi de la diaspora au-delà. Et quand je parle de diaspora, je pense donc notamment aux auteurs des Caraïbes et des États-Unis, et donc de tous ces courants-là. Donc c'est vraiment, pour moi, mes références sont élargies, en fait, j'allais dire, à la diaspora afrodescendante, qu'elle soit voilà, aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez structurant. Et pour ce qui est du mouvement de la France Insoumise, je pense qu'on a aussi beaucoup avancé sur ce thème-là. Je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas assez reconnu sur le fait d'avoir toujours été, par exemple, on est le mouvement et le groupe politique qui a, sans discontinuer, interpellé le gouvernement sur le fait que toutes les opérations militaires qui ont été menées au Sahel et notamment au Mali et l'interventionnisme n'a jamais été une discussion faite et des décisions prises de manière démocratique à l'Assemblée nationale, etc. Et oui, en fait, on a travaillé, moi j'avais travaillé aussi dans le cadre des livrets thématiques, surtout entre 2012 et 2017,
sur la question des relations france-africaines. J'étais très marquée par le travail, notamment de survie sur la France-Afrique. Et puis étant née au Gabon, gabonaise, enfin le Gabon est un des pays voilà, qui a été un structurant aussi dans cette relation france-africaine. Et j'ai aussi travaillé en matière de recherche sur les questions du pétrole et sur ces enjeux-là. Et, et donc, j'avais participé à faire notamment une brochure en 2012 avec les copains, avec les camarades, sur la question de changer les relations entre la France et l'Afrique, en commençant notamment par la question du franc CFA et de la remise en cause même de cette relation monétaire qui signifie en fait que c'est la France qui détermine les choix de politique monétaire, et c'est la Banque de France en fait qui maintient cette domination monétaire qui détermine tout le reste, sur la remise en cause aussi des accords de libre-échange et de tout ce que signifient ces accords de libre-échange, mais aussi la rediscussion des accords militaires et le refus de l'interventionnisme. Pour moi, en fait, c'est ça, ces dimensions clés. On a aussi beaucoup travaillé, donc moi j'y étais moins investie, mais sur la question autour de la francophonie, en fait, comment on acte le fait que notre histoire, l'histoire de la France comme ancienne puissance coloniale, a produit un des éléments, un élément aussi de créolisation, si je peux me faire cette référence-là, et que la langue en est une des expressions, et j'aime bien la formule qui est souvent utilisée par Jean-Luc notamment, de dire en fait le français n'est pas une langue française, elle est beaucoup plus, c'est le nombre de locuteurs. Il y a bien plus de locuteurs du français en Afrique notamment qu'en France. Enfin voilà, c'est une langue aussi devenue universelle par l'imposition, par la colonisation, etc. C'est pas les peuples qui ont accueilli cette langue-là, ça a été aussi un élément de l'impérialisme culturel, mais comment, à travers ce lien-là, qui relie des peuples avec cette histoire, on en fait un élément d'une nouvelle coopération, notamment en termes universitaires, notamment, voilà. Donc, moi, je trouve que cette dimension-là, de ce qu'on défend de manière plus globale, d'un positionnement de la France, non plus pensé comme s'accrochant à un passé colonial et à sa position de puissance, et perpétuant justement le néocolonialisme france-africain, mais se pensant y compris comme une nation forgée elle-même par cette colonisation-là, avec un peuple aussi qui a des liens avec le reste du monde, et qui peut jouer un rôle non aligné. La référence au non-alignement, elle est forte pour moi, parce que justement, ça fait référence à cette tradition tiers-mondiste. Les non-alignés, au XXe siècle, c'était justement à la fois les panafricanistes, les dirigeants panafricanistes, et ceux de tout le monde colonisé, quoi. Et donc, se revendiquer aussi du non-alignement, c'est aussi s'inspirer de ça et de reconnaître, de reprendre cette référence-là, indépendante et altermondialiste. Et ça aussi, dans le positionnement altermondialiste, c'est en référence aussi à ce mouvement altermondialiste et ce qu'a apporté les luttes contre justement la dette du tiers-monde, les plans d'ajustement structurel, et donc s'inspirer de ce qu'ont porté tous ces mouvements pour reconstruire d'autres rapports de coopération, de développement continu, et enfin voilà, et de jouer aussi un rôle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est important le fait d'appuyer le rôle des institutions internationales, au contraire de tout ce qui constitue comme le G7 ou enfin voilà, les clubs des pays les plus riches, parce que c'est dans les cadres internationaux où les peuples, l'ensemble des peuples sont, avec toutes les limites de l'ONU et des instances onusiennes, ben en fait on peut à la fois développer des relations bilatérales et multilatérales dans un cadre qui tend à être plus égalitaire que voilà, le G7, et puis et même uniquement eurocentré comme l'Union européenne, quoi. Et du coup, dans ces cadres onusiens-là,
on met l'accent sur le développer de nouveaux rapports et de nouvelles alliances avec notamment les pays avec lesquels on partage une histoire aussi violente qu'elle ait pu être et marquée par l'impérialisme, mais justement en la réécrivant ensemble. Donc voilà, c'est par tous ces différents bouts donc, que je trouve que ça aussi, ça fait partie au-delà des nombreuses caricatures là aussi qui sont faites de nos analyses et de nos propositions en matière internationale. Un vrai travail et qu'on a aussi concrétisé parce on a en se développant, notamment le groupe parlementaire, on a renforcé aussi les liens avec les forces sociales dans plusieurs pays. Le travail qu'on fait notamment au niveau du Sénégal avec des délégations qui sont parties. Enfin voilà, on avance un peu concrètement maintenant. Aujourd'hui, on est en capacité d'avancer aussi plus concrètement dans le renforcement des liens, soit avec société civile, soit avec des pouvoirs je ne sais pas si on peut dire amis, mais en tout cas qui sont des interlocuteurs en tant que tels, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Sénégal et une force comme le PASTEF qui a conquis le pouvoir et qui est le Sénégal, qui est quand même aussi un pays d'importance. Donc ouais, c'est un travail lent, mais qui est aussi pris très au sérieux. Pour nous, les questions internationales sont vraiment des sujets qu'on prend très au sérieux, qu'on travaille sérieusement, qu'on débat. Et je trouve que le boulot fait est positif par rapport aux enjeux et absolument indispensable, quoi. Du coup. Merci pour cette réponse, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas tant que ça, déjà, la France Insoumise parler des enjeux internationaux, à part l'Ukraine, la Russie et tout. Et particulièrement, du coup, on n'entend pas la France Insoumise sur la question des relations avec l'Afrique. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Danielle Obono. Merci à vous.